Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre participation à cette webconférence dont l'objectif est de vous présenter les évolutions des contrats collectifs en 2021. Alors, avant de me présenter, je vais vous présenter cette salle virtuelle donc, qui nous propose 4 modalités. Tout simplement dans le but d'établir une véritable interactivité entre nous. Donc vous avez donc 4 points importants. Tout d'abord, vous avez un chat qui se situe à droite de votre écran. Ensuite, vous avez un bouton pour noter et commenter si vous le souhaitez. Un bouton pour vous identifier et enfin un bouton qui vous permettra de télécharger notre document. Donc, je vous invite à vous présenter. Donc, dites-nous qui vous êtes, quelles sont vos interrogations par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et bien entendu, nous prendrons quelques minutes pour vous répondre à la fin de cette présentation. Donc, tu peux faire passer, Charlotte, si tu le souhaites. Donc, je suis Séverine Dejoie, donc conseillère entreprise sur le secteur de l'Oise et experte de la protection sociale depuis 17 ans. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Benjamin Ponsetti. Je suis conseiller PME sur les départements de l'Ain et du Jura et je suis en place depuis une vingtaine d'années. Et je suis Charlotte Coine, juriste au sein de la direction juridique dans le pôle assurance d'Aesio Mutuel. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous faire une petite présentation rapide d'Aesio Mutuel. Aesio est en effet peut-être pas encore très connu de tous sous ce nom-là. C'est une nouvelle mutuelle qui est issue de la fusion de 3 grosses mutuelles qui étaient très implantées sur leur territoire respectif. Adrea, dont je suis personnellement issu, qui pèse environ 1 million de personnes protégées. Eovi MCD, qui est très très proche. Et Apreva, légèrement plus petit en termes de personnes couvertes, mais très implanté sur le nord de la France. En tout, c'est donc un peu moins de 3 millions de personnes qui nous font aujourd'hui confiance, ce qui fait de nous la deuxième mutuelle interpro en France. Nous sommes environ 3500 salariés, on couvre plus de 38 000 entreprises et on espère secrètement qu'à l'issue de notre intervention, on atteindra les 40 000. Mais aussi pour préserver notre force numéro 1, on dispose de 300 agences réparties un petit peu partout sur le territoire. Avant de vous présenter le programme de la prochaine demi-heure, sachez que vous avez un petit sondage à droite auquel vous pouvez répondre pour nous indiquer un peu qui vous êtes, si vous êtes plutôt des entreprises ou des courtiers pour qu'on puisse adapter notre discours et surtout répondre comme il se doit aux questions que vous vous poserez. Donc, le programme des 30 prochaines minutes, il y aura 2 parties. La première qui sera essentiellement présentée par Benjamin et Séverine sur les maintiens des garanties collectives santé en cas d'activité partielle, en fait, totalement liée à la période de crise sanitaire que nous vivons actuellement. On commencera par vous présenter le dispositif d'activité partielle. Ensuite, on enchaînera sur le maintien des garanties en insistant plus particulièrement sur les salariés et les garanties concernées par ce dispositif spécifique. Et enfin, sur les modalités pratiques du maintien pendant cette période toute particulière. Et ensuite, on changera complètement de sujet pour quitter la crise sanitaire et parler des modalités de résiliation des contrats avec la nouvelle modalité qui est la résiliation infra-annuelle dont je m'occuperai de la présentation. On commencera par le principe de la résiliation infra-annuelle. Alors, ma langue fourchera certainement pour dire RIA, mais RIA, c'est résiliation infra-annuelle. Ensuite, les modalités pratiques et les points de vigilance qu'il faudra avoir tout particulièrement en tête lorsque vous souhaiterez mettre en œuvre cette modalité. Et du coup, je laisse la parole à Benjamin et Séverine. Merci Charlotte. Donc voici notre première partie. Donc elle va nous permettre d'aborder le maintien de garantie et plus précisément également l'activité partielle. Donc comme vous le savez, donc
tout simplement dans le but de limiter les ruptures de contrats de travail et atténuer l'impact de la baisse d'activité, la loi d'urgence sanitaire a facilité le dispositif d'activité partielle. Donc, ce dispositif, il concerne bien entendu les entreprises en grande difficulté, mais il a été auparavant appliqué donc à 2 catégories précises de salariés, et on parle là des fameux cas dérogatoires dont on a beaucoup entendu parler. Donc, ce sont les personnes vulnérables face au virus et les personnes qui sont concernées donc par la garde d'enfants ou les enfants en situation de handicap. Bien entendu, ce dispositif ne peut être utilisé que si le télétravail est impossible. Toutes les personnes qui sont concernées par les fameux cas contacts sont également pris en charge par la sécurité sociale dans des cas dérogatoires. Alors, la question m'a été posée récemment et je tiens à vous apporter une petite précision. L'activité partielle n'est plus ouverte aux personnes qui cohabitent avec des personnes dites vulnérables. Et ceci depuis le 1er septembre 2020. Merci Séverine. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet et de l'activité partielle, son impact sur la complémentaire santé. Comme elle vient de vous le dire, Séverine, l'activité partielle, elle est susceptible de toucher tous vos salariés. J'imagine que certains d'entre vous sont directement impactés en ce moment même. Et la question se pose de l'impact sur la complémentaire de groupe. En fait, c'est assez simple, hein. Les salariés qui sont en activité partielle se voient maintenir tout ou partie de leur rémunération, mais par le biais d'une indemnité et non pas par du salaire au premier sens du terme. On peut alors se poser la question, et vous devez certainement vous la poser s'il y a des employeurs qui nous écoutent, si mon salarié ne touche plus de salaire, est-ce que je suis obligé ou non de lui maintenir la mutuelle? La réponse, elle est oui. La loi d'urgence que Séverine vient d'évoquer, elle le confirme très clairement. Les salariés ne peuvent être lésés sous prétexte qu'ils sont en activité partielle. Ce serait complètement discriminatoire et ça aurait donc les incidents SURSSAF qu'on connaît tous, requalification du contrat, redressement, etc., etc. Tout à fait, Benjamin. Alors, afin d'avoir une vision un peu plus précise de ces salariés qui sont concernés par le maintien des garanties, donc nous avons établi une liste précise des assurés. Donc, ce sont les personnes dont l'activité est totalement suspendue, les salariés dont les horaires ont été réduits, et bien entendu, les salariés en activité partielle temporaire ou de longue durée. Alors, comme j'aime le rappeler aussi à mes interlocuteurs d'entreprise, il faut oser aussi donner une autre vision de cette activité partielle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut également lui donner un côté préventif. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un moyen de conserver certaines compétences. Et le cas échéant, ça peut aussi être le loisir de les développer. Une fois qu'on a dit ça, se pose certainement la question des démarches administratives ou du formalisme qui en découle. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que pour une fois, enfin pour une fois, aucun écrit, aucun formalisme, aucun avenant n'est exigé pour ce genre de cas de figure. La plupart des contrats qu'on finalise, ils sont aujourd'hui encadrés par une DUE. Alors DUE pour les puristes, décision unilatérale de l'employeur. Vous n'avez pas à l'avenanter, vous n'avez pas à la reformaliser, vous n'avez rien à faire de particulier pour ce genre de cas de figure. Tout ce qui était écrit dans vos actes juridiques respectifs, donc on a parlé des DUE, mais ça peut être un référendum, ça peut être un accord d'entreprise, tout ce qui est écrit dedans perdure. Attention tout de même à un cas de figure, les contrats dont les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire. Vous aurez alors une incidence sur la cotisation puisque la base de calcul n'est plus la même. On va revenir dessus tout de suite après et Séverine va vous l'expliquer en détail. Oui, exactement, Benjamin. Alors, sans formalisme, donc sans aucune démarche juridique, on a effectivement compris que l'assiette minimale qui doit être prise en compte, elle est tout simplement constituée par les indemnités
partielle. Donc, si le cas de figure, je dirais, d'une activité qu'on pourrait qualifier de mixte, c'est-à-dire qu'elle se présente par de l'activité partielle et une activité qui est également rémunérée, alors ce sera toujours l'indemnité partielle qui sera l'assiette par défaut. Voilà, pas de modification pour les heures qui ont été travaillées, entre guillemets, normalement. Voilà. L'assiette peut également se présenter en pourcentage du plafond annuel sécurité sociale. Certaines conventions collectives peuvent l'exiger. J'entends par là, ça peut être l'hôtellerie, le transport routier de marchandises. Voilà, on a plusieurs cas de figure qui se présentent à nous. Et donc, en pourcentage du plafond annuel sécurité sociale, nous n'observerons pas non plus de changement. Pour illustrer là, ce que vient de vous dire Séverine, on a voulu vous matérialiser sur la diapo qui s'affiche deux cas bien concrets. Un cas A, donc en fait, c'est un salarié qui gagne 3 000 € bruts par mois. Le cas A, sa complémentaire santé d'entreprise, la cotisation est exprimée en pourcentage de son salaire. Le cas B, la cotisation de son contrat d'entreprise est exprimée en euros ou en pourcentage du plafond sécu. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que dans le cas B, il a de l'activité partielle ou il n'a pas d'activité partielle. Ça va influencer sa rémunération, mais ça ne va pas influencer la cotisation de son contrat complémentaire santé. On est parti sur un exemple tout bête de 3%. La cotisation, elle a été indexée sur le plafond sécu, c'est 3% de 3 428. Ça reste 103 € et ça restera 103 €. Dans le cas A, c'est des entreprises qu'on retrouve très, très, très souvent dans le bâtiment, puisque ce sont des entreprises dont les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire. On a imaginé que ce salarié-là avait un mois d'activité avec la moitié des jours travaillés et l'autre moitié des jours non travaillés en activité partielle. L'indemnité qu'on a évoquée dans les slides précédentes, elle est relative en fait à 70% de son salaire. Donc, vous voyez que le schéma, il est tout simple. C'est 70% de la moitié de son salaire, c'est-à-dire 70% de 1 500 €. Et du coup, la cotisation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la cotisation de son contrat complémentaire santé devient 3% de 1 500 plus 1 050, c'est-à-dire 3% de 2 550 €, contrairement à ce que ça aurait été s'il avait travaillé normalement, où ça aurait été 3% de 3 000. C'est donc là, ici, un petit peu plus intéressant pour le salarié et ou l'employeur. Merci Benjamin pour cet exemple concret. Alors, le fait d'adapter l'assiette de cotisation ayant été abordé, qu'en est-il de la participation? Donc, nous savons et nous avons abordé précédemment le fait que l'acte juridique a défini donc vos participations patronales et salariales. Mais est-il possible, donc pendant la période d'urgence, de financer de façon plus favorable les salariés qui sont donc en activité partielle de longue durée? Donc oui, tout à fait. L'instruction interministérielle nous apporte une précision positive donc en ce sens, et cette action est tout à fait possible sans formalisation. Voilà. Vous ne toucherez pas à votre décision unilatérale de l'employeur, qui est utilisée dans 90% des cas. Et évidemment, ça ne remettra pas en compte le caractère collectif et obligatoire de vos garanties. Donc, vous n'aurez pas de suée en cas de contrôle URSSAF. Une fois qu'on a dit ça, toutes ces dispositions, elles ont été permises, comme vous l'a dit Séverine, par la loi d'urgence. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette loi d'urgence s'arrête au 30 juin 2021. On est aujourd'hui le 15 avril et on est en plein dans l'activité partielle, mais on peut largement supposer qu'au 30 juin, tout ne sera pas résorbé. Il faudra alors prendre soin de contrôler, de vérifier vos actes juridiques. Donc, comme vient de vous le dire Séverine, dans 90% des cas de figure, vérifiez vos DUE pour voir ce qu'il en ressort et voir les modalités qui sont prévues à cet effet. C'est là qu'on trouve tout l'intérêt de travailler avec une mutuelle comme la nôtre, qui se veut être proche de ses adhérents.
Pourquoi? Parce qu'on est à votre disposition, les conseillers sur l'ensemble du territoire, pour notamment vérifier s'il y avait des oublis, des carences. Tu peux juste passer à la diapo d'après, s'il te plaît, Charlotte. Donc simplement, on vous disait que nous sommes à votre disposition, pardon, pour vérifier s'il y avait des oublis, des carences dans vos actes juridiques respectifs pour ce genre de situation. Alors, on a parlé de l'activité partielle, évidemment, mais sous toute autre forme d'arrêt qui serait susceptible d'engendrer ou non le maintien de la complémentaire santé. Il conviendra de vérifier ce qui est écrit dans vos actes juridiques à l'issue du 30 juin. Moi, à titre personnel, je profite souvent de ce genre de cas de figure pour faire des interventions en CSE, des réunions d'information du personnel, des permanences sur site. Alors, ça permet évidemment de répondre à toutes les questions juridiques ou administratives ou formalistes, mais ça permet aussi d'échanger avec les collaborateurs, d'échanger avec les employeurs sur le suivi quotidien du contrat. Je sais que parmi vous, il y a quelques clients qui m'écoutent et je pense qu'ils peuvent que cautionner ceci. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire au quotidien. Plus on est tous sur la même longueur d'onde, plus on est tous en cohérence et plus c'est gage de pérennité du contrat. Pour la première partie, Séverine, si tu n'as rien de particulier à rajouter, on en a à peu près fini. On est à 16 minutes, ce qui est pile poil le timing qu'on s'était donné. On a volontairement zappé les questions. Hein. On voit qu'il y a pas mal de questions qui arrivent sur le chat. Alors, ne vous inquiétez pas, on les zappe volontairement. C'est pour laisser la parole à Charlotte. Et on revient dessus à l'issue de l'intervention de Charlotte, évidemment. À toi de jouer, Charlotte. Merci à tous les deux. Alors, encore une fois, on a mis un petit sondage à votre disposition pour savoir si vous aviez déjà entendu parler de la résiliation infra-annuelle des contrats frais de santé. Parce que nous, on a baigné dedans au moins toute l'année dernière, mais on peut comprendre que ce soit pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. La résiliation infra-annuelle, en fait, c'est une toute nouvelle modalité de résiliation des contrats frais de santé qui a été instaurée donc par une loi de 2019 et qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2020 pour tous les contrats. J'entends bien sur tous les contrats, ça s'applique aux contrats qui avaient été souscrits avant le 1er décembre et qui venaient à remplir les conditions, et également à tous les contrats souscrits postérieurement au 1er décembre 2020, toujours sous réserve de remplir toutes les conditions nécessaires. Donc, cette nouvelle modalité, elle existait déjà en fait pour les contrats d'assurance habitation, responsabilité civile ce qu'on appelle communément l'IARD. Ça avait été mis en place il y a plusieurs années par la loi Hamon, et en fait on est venu retranscrire ce que l'on connaissait en matière d'IARD en matière de frais de santé, en y apportant quelques adaptations évidemment pour correspondre à la situation. Si vous vous souvenez bien ou si vous aviez bien lu vos contrats, jusqu'à présent, en fait, en matière de contrats frais de santé, la seule manière dont vous disposiez pour pouvoir résilier vos contrats, c'était d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant l'échéance. Donc, bien souvent, en matière de frais de santé, c'était au moins 2 mois avant le 31 décembre, donc avant le 31 octobre. Alors, par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement, hein, on avait cette modalité qui était précisée, et la résiliation, elle prenait effet 2 mois après, donc bien souvent le 31 décembre. Avec la résiliation infra-annuelle, on est dans une toute autre manière de réfléchir, puisque dès lors que vous avez une année d'adhésion, que vous avez souscrit votre contrat il y a au moins 12 mois, eh bien, vous disposez d'une faculté de résiliation de votre contrat à tout moment. Cette résiliation, elle est dite sans frais ni pénalité. Ça veut dire que votre organisme assureur ne peut pas vous imposer de payer un montant forfaitaire ou quoi que ce soit pour procéder à la résiliation. Vous avez des cotisations qui sont dues, ça c'est certain. Par contre, vous n'avez pas de frais de résiliation. Une fois que vous avez fait votre demande, sachant que votre demande, elle peut être effectuée par de nombreux moyens désormais, c'est plus simplement par lettre recommandée avec accusé de réception, ça peut être une lettre simple, mais aussi par ce qu'on appelle tout support durable, donc ça peut être un mail ou
ou autre, eh bien, ça ouvre un délai d'1 mois à l'issue duquel la résiliation prendra effet. En effet, on n'a plus 2 mois et un timing imposé, mais on a quand même un délai d'1 mois à respecter qui va permettre à l'organisme assureur finalement de faire les démarches en interne pour mettre en œuvre la résiliation de votre contrat. Une fois que votre contrat est résilié, eh bien, il faut savoir que vous n'êtes redevable que de la portion de cotisation pendant la période pendant laquelle vous avez été couvert. C'est-à-dire que si votre contrat frais de santé prend fin, on va dire là, le 30 avril prochain, eh bien, vous ne serez redevable que de la cotisation on va dire, du 1er janvier au 30 avril et vous n'aurez pas une cotisation à payer jusqu'à la prochaine échéance, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Une nouvelle modalité assez importante de la résiliation infra-annuelle, c'est que, alors, vous pouvez toujours résilier votre contrat vous-même en envoyant votre demande à votre ancien organisme assureur, mais vous avez aussi la possibilité de demander à votre nouvel organisme assureur, alors chez Aesio, nous on appelle ça un mandat, on vous fait signer un mandat. En fait, c'est une demande où vous dites à votre nouvel organisme assureur de procéder à toutes les démarches de résiliation en votre nom et pour votre compte, et il va prendre le contact avec votre ancien organisme assureur. L'intérêt de procéder de cette manière, c'est que votre nouvel organisme assureur, il a ce qu'on appelle une obligation de continuité des droits, c'est-à-dire qu'il va devoir s'assurer avec votre ancien organisme assureur que la date d'effet de votre résiliation, elle correspond bien avec la date d'effet de votre nouveau contrat. L'important, en fait, on parle de continuité des droits, c'est parce que finalement, vous n'aurez pas toute couverture entre votre précédent contrat et votre nouveau contrat, et vous n'aurez pas non plus de période de double couverture finalement pendant laquelle vous voudriez vous assurer que vous êtes bien couvert et que vous payeriez deux cotisations pour 2 contrats dont vous n'auriez pas besoin. Donc c'est vraiment un point assez important. Petit focus sur les contrats qui sont concernés. J'insiste vraiment sur le fait que ce sont les contrats de remboursement de frais de santé, les contrats de complémentaire santé, qu'on appelle dans le langage commun des contrats mutuels, enfin les mutuelles frais de santé. Les contrats vraiment purement de prévoyance du type incapacité, invalidité, eux ne sont pas concernés par cette nouvelle modalité de résiliation. Charlotte, juste une toute petite précision. Enfin, j'ai vu qu'il y avait Anaïs Z qui, dans le chat, a posé la question. Donc, tu viens de répondre à sa question. Hein. La résiliation infra-annuelle ne concerne que la complémentaire santé. Exactement. Et en aucun cas la prévoyance et la retraite. Excuse-moi, Oui. C'est juste une petite aparté, mais ça répond directement à sa question. Non, mais tu as parfaitement raison, Benjamin, de le souligner. Si c'était pas suffisamment clair, on est vraiment sur la mutuelle frais de santé, donc ce qui vient rembourser vos prestations quand vous allez chez le médecin, vos lunettes ou vos frais dentaires. Par contre, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que c'est tout type d'organisme assureur. Donc, nous sommes une mutuelle, mais vous avez des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance dont on taira le nom, qui sont également obligées de mettre en œuvre cette nouvelle mesure. Ensuite, on a tout type de contrats qui sont concernés. Les contrats santé individuels que vous allez souscrire pour vous-même ou pour vos enfants. Les contrats santé de groupe à adhésion facultative, alors ça, c'est les contrats à destination des travailleurs non salariés, les contrats santé Madelin, qui ont un régime un peu particulier. Et ensuite, puisqu'on a beaucoup d'entreprises parmi nous, les contrats santé collectifs souscrits par les entreprises. Alors là, il faut quand même apporter une petite précision, c'est-à-dire que le contrat collectif, il est souscrit par l'entreprise, donc lui va totalement pouvoir demander la résiliation infra-annuelle de son contrat selon les modalités que je vous ai précisées tout à l'heure. Par contre, s'agissant des salariés, on est bien d'accord que s'ils sont couverts par une couverture obligatoire, déjà, ils n'avaient pas la faculté de résilier à l'échéance et ils n'ont pas non plus la possibilité de résilier de manière infra-annuelle. Ce n'est absolument pas un nouveau établissement. Donc, eux sont couverts à titre obligatoire et ne peuvent pas partir en cours d'aide. Par contre, si vous avez un contrat collectif qui propose des options facultatives, donc là, les salariés ont le choix d'y adhérer ou non, d'en bénéficier ou non à côté de leur couverture obligatoire, eh bien, dans
ce cas-là, nous, on considère qu'il est totalement possible de mettre en œuvre la résiliation infra-annuelle exclusivement pour ces garanties optionnelles et facultatives. Là où on voulait attirer votre attention, c'est qu'on est dans le cadre d'un contrat d'assurance, mais vous n'êtes pas sans savoir, et on vous en a parlé tout à l'heure, que votre contrat d'assurance, il existe, mais vous avez à côté votre acte de droit du travail, vous avez dû mettre votre régime en place en suivant un certain formalisme, et finalement, ce que vous faites sur votre contrat d'assurance, si vous le résiliez, ne se répercute pas automatiquement sur votre acte de mise en place. Vous allez devoir effectuer des démarches au sein de votre entreprise, qui sont les démarches de droit du travail liées à votre formalisme à côté. La première chose, c'est si vous avez un CSE, vous avez toujours ces informations et consultations préalables. Lorsque vous avez mis en place votre régime par un accord collectif, eh bien, pensez à vos délais de négociation parce que vous avez un mois, enfin, la résiliation prend effet un mois après que vous l'avez envoyé. Par contre, je pense que vous savez mieux que moi que la négociation de nouvelles dispositions peuvent prendre beaucoup plus qu'un mois. Donc, il faut penser à mettre en œuvre ces deux formalités et les faire surtout correspondre. Et ensuite, comme je vous le disais, respecter les règles de modification de l'acte juridique, puisque on a des formalismes qui sont imposés, on a des délais à respecter. On vous en a reparlé en dessous, surtout pour la DE, où généralement en frais de santé, on considère qu'il faut attendre 3 mois entre le moment où on la dénonce et le moment où on peut en adopter une nouvelle. Et ensuite, une fois que vous avez accompli toutes ces formalités, eh bien, il faut penser à informer vos salariés, une fois que vous aurez souscrit votre nouveau contrat, bien évidemment, leur remettre la nouvelle notice d'information. On a donc, là je vous en ai parlé, on a d'un côté le contrat d'assurance, d'un autre côté l'acte de mise en place de votre régime, et au-delà de ça, donc il faut vraiment penser à la mise en œuvre concrète de la résiliation infra-annuelle, puisque le contrat d'assurance, c'est une obligation, mais vous en avez tout un tas d'autres à côté. Vous avez, qu'elles soient juridiques ou pas, c'est des choses qui s'imposent à vous, et il va falloir permettre que toutes vos obligations et toutes les contraintes plutôt puissent rentrer dans le même chemin. Donc pour l'entreprise, vous devez gérer votre contrat au niveau comptable, vous avez votre paye que vous devez mettre les précomptes et compagnie, la DSN également. Et puis pour le salarié, il y a le choix de l'affiliation de ses ayants droit, le choix des options facultatives. Donc, vous avez toujours ce délai d'un mois après réception de la notification qui va vous permettre à l'issue duquel, votre contrat va être résilié. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir en principe une résiliation qui prendra effet en cours de mois. Aujourd'hui, on est le 15 avril. J'envoie ma lettre aujourd'hui, on va dire qu'elle est reçue demain. Et bien, votre contrat frais de santé est censé se terminer le 16 mai prochain. D'un point de vue paye, d'un point de vue DSN, il a été convenu que c'était absolument pas pratique, que ça tombait vraiment pas bien par rapport à toutes les obligations qui s'imposaient. Donc, il a été convenu que pour ces contrats collectifs d'entreprise, vous aviez la possibilité, alors vous, quand je dis vous, c'est en tant qu'entreprise, de demander à ce que la résiliation ne prenne pas effet le 16 mai, mais plutôt le dernier jour du mois qui suit l'expiration du délai de 30 jours. Donc là, le 16 mai, ce serait le 31 mai, pour que votre nouveau contrat puisse prendre effet le 1er juin. Et ainsi, pas avoir toutes ces difficultés de proratisation d'une partie de la cotisation frais de santé, puisque, comme on vous l'a dit, vous ne devez à votre ancien organisme assureur que la cotisation qui correspond à la période pendant laquelle vous avez été couvert. Et ça permet vraiment de fluidifier toutes vos relations avec votre ancien organisme assureur et votre nouvel organisme assureur. Donc ça, c'est totalement quelque chose que vous pouvez demander et que, en tout cas, au sein d'Aesio, on essaie de rappeler pour vraiment faire en sorte que toute cette obligation de continuité des droits
puisse être mise en œuvre et que ça facilite la vie de tout le monde et surtout de vous et de vos salariés. J'ai moi-même, hein, dans mon expérience personnelle et assez récente, là, une entreprise du Jura, dont je tairai le nom, qui est d'une petite centaine de salariés. C'est un prospect que je suivais depuis assez longtemps et qui a eu quelques difficultés sur la fin d'année, qui était prête à nous rejoindre au 1er janvier dernier. Et devant le manque de temps, devant l'absence de délai par rapport à ce fameux formalisme qu'on vient d'évoquer, s'apprête à faire jouer la RIA, donc la résiliation infra-annuelle, pour nous rejoindre au 1er juin prochain. On est dans un exemple très classique de ce que vient de vous dire Charlotte. On a pris le temps de faire l'information du personnel, on a pris le temps de dénoncer la DUE, on a pris le temps de faire la com avec toutes les instances du personnel et notamment le CSE. Ils ont envoyé leur lettre la semaine dernière, je crois, pour pas vous dire de bêtises. Et logiquement, ça pourrait prendre effet le nouveau contrat chez Aesio en cours du mois de mai. On a trouvé que c'était beaucoup plus pertinent et pour l'ancien assureur et pour nous demain et pour nos services de gestion et puis surtout pour la qualité de service qu'on se doit d'amener à nos adhérents, qu'il n'y ait pas de discontinuité entre les contrats, de ne le faire et prendre effet qu'au 1er juin. Donc, on est dans un cas classique de ce que vient de vous dire Charlotte. Un envoi de lettres qui a été fait de mémoire au 6-7 avril. Dans l'absolu, ils auraient pu nous rejoindre au 6-7 mai, mais on a bien volontairement demandé à l'assureur en place à l'heure d'aujourd'hui de ne résilier son contrat qu'au 31 mai pour que tout s'enchaîne parfaitement au 1er juin chez Aesio. Merci Benjamin. Et puis du coup on va conclure cette partie avant de conclure. Comme vous l'avez vu, donc on a cette nouvelle faculté de résiliation qui est vraiment vous apporte de la souplesse pour pouvoir plus facilement quitter vos anciens organismes assureurs. Par contre, il faut toujours avoir en tête que on a des obligations qui sont à côté et il faut réfléchir à mettre en œuvre cette nouvelle faculté de résiliation de manière à toujours se faciliter finalement la vie et à penser à ses obligations. Donc, je parle de droit du travail, mais vraiment vis-à-vis de vos actes de mise en place, mais également pratique. Je vois qu'on a des comptables parmi nous, qui doivent avoir ça en tête. On a de la paye, on a de la DSL et ces éléments sont assez rigides. Donc, il faut juste que toutes ces obligations et contraintes puissent rentrer, aillent dans le, soit bien corrélées, pardon, et que tout puisse se passer pour le mieux. Donc, je vois qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui avaient entendu parler de la RIA. J'espère que on aura au moins éclairé un petit peu vos lumières sur ce point. Merci beaucoup Charlotte. Non, c'était très clair. Donc comme tu viens de le préciser, donc l'accompagnement, hein, c'est l'un des nombreux services Aesio. Hein, donc le contexte actuel, il nous tend à nous diriger vers l'humain. Et au-delà d'une force, je tiens vraiment à vous préciser que c'est une véritable conviction pour les conseillers d'Aesio et je pense que vous l'avez compris aujourd'hui. Alors ces services ils se déclinent de différentes façons, hein, donc bien entendu par l'accompagnement de votre contrat, hein, tout au long de sa vie, également donc par un contact, hein, qui est facilité par nos agences de proximité puisque vous avez plus de 300 agences sur toute la France. Nous pouvons également répondre à vos obligations sur plus d'une quarantaine de conventions collectives et également si vous souhaitez créer un contrat sur mesure. Voilà, on met vraiment l'accent sur des services que nous on qualifie de différenciants. Voilà, comme différents réseaux que l'on offre à nos salariés, à nos adhérents, qui leur permettent d'avoir des tarifs privilégiés sur l'optique, l'ostéopathie. Nous avons également aussi l'application sur le téléphone mobile qui vous permet de faire toutes vos opérations en quelques clics. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vraiment aussi mettre l'accent sur notre service prévention.
voilà, auquel je tiens beaucoup. Il nous permet de mettre en place des actions qui sont véritablement personnalisées avec nos entreprises, c'est-à-dire qu'on monte un projet avec vous de A à Z. Vous choisissez vraiment votre thématique, hein. Alors ça peut être quelque chose de très actuel, hein, comme tout ce qui peut être les conséquences psychologiques liées à la pandémie. Hein, je pense notamment à la peur du lendemain ou des retours sur site après un télétravail assez long, comme on peut le connaître actuellement. Donc voilà, ce service prévention, il est pour vous, on vous accompagne et bien entendu, il sera pris en charge par Aesio. Dans les services différenciants, moi, j'ai quelque chose que je dis souvent au quotidien. Dans le monde de la complémentaire santé collective, tout est très, très encadré aujourd'hui avec l'ANI par le bas depuis 2016, par le contrat responsable par le haut. On n'a pas le droit de rembourser moins que tant, on n'a pas le droit de rembourser plus que tant. Donc, tout est vraiment très encadré. D'un assureur à l'autre, vous allez sensiblement retrouver la même chose de partout. Ce qui fait vraiment la différence avec Aesio, c'est notre qualité de service et le nombre de services différenciants qu'on est capable de vous amener. On en a à peu près fini. Oui. En tout cas, pour les deux thèmes abordés, c'est fini. On a pas mal de questions sur le chat. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions, mais ce qu'il y a de certain, c'est que celles auxquelles on répond pas, on reviendra vers vous par mail dans un second temps. Par contre, il y a pas mal de petites choses que je peux d'ores et déjà évoquer en direct. Fanny M, bonjour, ce maintien de garantie intervient-il uniquement dans le cas du chômage partiel? Qu'en est-il du cas de longue maladie? Donc, en fait, la complémentaire santé, à partir du moment où elle est collective et à partir du moment où votre salarié reste sur la liste du personnel, vous devez lui maintenir la mutuelle d'entreprise. Il peut y avoir une incidence sur la part patronale, mais il n'y aura en aucun cas de figure une suspension du contrat collectif. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais me permettre de répondre à Anaïs qui nous demande si l'employeur doit maintenir les garanties santé et prévoyance pour les salariés concernés par un congé parental ou un congé sabbatique. Alors, l'employeur n'est obligé de maintenir les garanties que pour ses salariés dans le cadre de la loi d'urgence. Donc, on parle bien là d'activité partielle. Après, il faut vérifier je pense, au niveau de la convention collective, si elle n'oblige pas et si elle ne prévoit pas un maintien de garantie. Voilà, ça peut aussi se décider au niveau de l'employeur. Hein. Et puis dans ce cas de figure, je pense que Charlotte le confirmera, il faut tout simplement adapter l'acte juridique. Alors, en fait, effectivement, là, ce dont on a parlé, c'est vraiment centré sur le cas d'activité partielle où finalement le problème s'est posé, c'est que le principe, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est que les garanties sont maintenues tant qu'on a un maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur. Avec l'activité partielle qu'on a eue, finalement, il n'y avait plus de rémunération, c'est-à-dire que tout a sauté et on était simplement sur cette indemnisation toute particulière. Donc, il a été nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour prévoir ce maintien de garantie, donc que ce soit en santé, mais aussi et surtout en fait en prévoyance, ces maintiens de garantie. S'agissant des arrêts longue maladie, des congés parentaux et des congés sabbatiques, en fait, la règle qui est la règle initiale, elle demeure applicable. C'est-à-dire, si on a un maintien de rémunération, donc en longue maladie, par exemple, vous versez des indemnités journalières complémentaires, et bien, dans ces cas-là, normalement, votre contrat, en tout cas, nous, c'est bien écrit dedans, et même votre acte de mise en place prévoit que ces garanties, elles sont maintenues. Pour les congés parentaux et les congés sabbatiques, généralement, ce n'est pas le cas, puisque vous n'avez pas de maintien de rémunération et on n'est pas dans le cas de l'activité partielle. Après, alors c'est franchement, je pense à la marge que des conventions collectives le prévoient. Bon, ce n'est pas impossible, on peut le prévoir, mais il faut vraiment que l'acte juridique de mise en place et le contrat à côté le prévoient expressément. Nous, on le fait écrire, c'est un cas de figure qui est assez rare, mais qui se produit quand même. On le fait écrire systématiquement dans les DUE pour le jour où le cas de figure se présente, qu'on sache comment réagir. Ouais. La plupart du temps, on maintient le régime. Après, il y a des cas de figure qui sont un petit peu particuliers sur l'issue de la part patronale. Oui, tout à fait.
Alors, la résiliation Pardon. concerne-t-elle les contrats… Pardon, Benjamin. Concerne-t-elle les contrats prévoyance et retraite? Donc ça, on l'a abordé. Le fait d'avoir des garanties spécifiques dans le contrat santé. Oui, donc je comprends cette question. Telles que des garanties obsèques ou primes de naissance, est-ce que la RIA est également applicable? Alors, la question est légitime. En fait, je pense que ce qu'il faut vérifier, c'est de savoir si c'est effectivement totalement intégré au tableau de garantie santé. Est-ce que c'est un tout? Voilà. Ou est-ce que ce sont des garanties avec une cotisation à part? Si c'est véritablement intégré au tableau de garantie santé, oui, je pense que Charlotte, tu seras d'accord avec moi, la RIA s'appliquera également. Alors en effet, en fait, la loi l'a même précisé, on n'est pas revenu dessus, mais en fait, c'est vraiment le contrat qui est le principal objectif, c'est le remboursement des frais de santé. Après, on n'est pas sans savoir qu'il y a des… Alors la prime de naissance, c'est une garantie frais de santé, hein, donc la question se pose même pas si vous avez une prime de naissance. En tout cas, dans le contrat, voilà, elle est marginale, elle vient en complément des garanties frais de santé, donc vous pouvez avoir la RIA. Et pour les allocations obsèques, bien souvent, alors si vous avez souscrit un contrat complètement à part sur ce sujet, eh bien non. Par contre, si c'est une garantie qui est incluse dans votre contrat et qui vient finalement en complément, mais l'objet, on voit bien que le contrat était conclu pour les frais de santé, eh bien on pourra la mettre en place. Tout comme bien souvent, en tout cas chez Aesio, on a systématiquement des garanties d'assistance. Alors qu'on a souscrites à côté, hein, mais qui viennent dans votre contrat. Et le fait que vous ayez nous on appelle ça des garanties en inclusion, ne vient pas vous priver de votre droit à résiliation intra-annuelle. On a ensuite, je vois 3 questions qui sont assez proches les unes des autres. Oui. Martine D, Karine T et Stéphanie B, qui sont des questions relatives au régime optionnel. Oui. Donc là, on a aussi un petit peu abordé le sujet dans l'intervention de Charlotte. Quand votre contrat collectif, il est constitué d'une base obligatoire et d'une option facultative au libre choix du salarié, cette option, vous pouvez faire valoir la RIA. En aucun cas de figure, le salarié ne peut le faire valoir pour la base obligatoire. Ensuite, Martine D, juste pour répondre à votre question, peut-il changer d'option dans le cadre d'un contrat d'entreprise? Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même sujet, ni de la RIA, ni du premier paragraphe. Ça va être vraiment relatif aux conditions générales de votre contrat. Nous, je sais qu'on a des règles sur les régimes optionnels. On imagine qu'on a une base obligatoire et 2 options facultatives. Le salarié peut souscrire une option A et prendre en cours d'année l'option B, c'est stipulé dans les conditions générales, au premier du trimestre qui suit. Après, par contre, on s'engage pour 1 an. Ça évite un petit peu de faire le yo-yo et puis de jouer en fonction de ses prestations, ce qui n'est pas le but du jeu. En tout cas de figure, la partie là qui nous incombe, le régime optionnel, s'il est facultatif, est souscrit au libre choix, on va dire, du salarié. Oui, le salarié a la faculté de faire jouer la RIA pour cette option. Alors, je vois une question de Sandrine qui nous demande s'il est prévu de nous envoyer la présentation. Alors, je tiens à préciser que normalement, vous avez un bouton qui vous permet de télécharger le document en direct avec nous. Et il y a une question aussi, enfin je vois de Maude, comment nous contacter en région Bourgogne-Franche-Comté? C'est pour toi. Alors c'est pas tout à fait pour moi parce que je suis juste à côté, mais si c'est à Mâcon, j'y vais, il n'y a pas de souci. Par contre, nous on peut déjà faire le lien, c'est pas un souci, hein, vous avez nos coordonnées qui s'affichent là devant vous, et puis logiquement vous trouvez les contacts sur aesio.fr. Mais si c'est des questions qui sont du ressort de la mutuelle d'entreprise, vous pouvez tout à fait vous mettre en relation avec moi ou avec Séverine et on fera le lien avec nos homologues sur vos territoires respectifs. Oui. Alors, il y a de nombreuses questions, hein, notamment par rapport au courtage. On est désolé, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui, mais bien entendu, vous aurez d'autres conférences qui vous seront proposées hein, en cours d'année, et je pense spécifiquement pour le courtage.
Après, sinon, je peux juste rebondir sur la dernière question de Fanny Anne qui me disait que quand on n'a plus en cas de longue maladie, plus de versement de rémunération, alors bah voilà, du coup, c'est le principe. Par contre, sachez que bien souvent, dans les contrats, vous avez le salarié a la possibilité de maintenir lui à titre individuel. Donc, c'est plus à vous de payer les cotisations, hein, puisqu'il n'est plus concerné par le maintien obligatoire. Mais pour éviter qu'il soit sans rien, il peut demander un maintien à titre individuel en s'acquittant de l'intégralité de la cotisation à côté. Voilà. Tout ça, c'est l'application vraiment des règles légales indépendamment de l'activité partielle qui, comme on vous l'a dit, en fait, a bouleversé tout ça puisqu'elle a fait sauter toutes les rémunérations. J'en profite aussi simplement pour faire une petite transition parce qu'il y a pas mal de questions qui abordent et des sujets complémentaires santé et des sujets prévoyance. Hein, c'est très, très, très proche. Sachez qu'une deuxième webconférence aura lieu le 1er juillet prochain où on va parler de la prévoyance. Donc, on va bientôt communiquer sur le sujet, mais vous aurez peut-être des réponses un petit peu plus approfondies sur le thème prévoyance. Je crois qu'on en a à peu près fini. Oui. En tout cas, on vous remercie tous autant que vous êtes. De nous Merci à tous. On reste évidemment à votre dispo via nos téléphones ou nos mails respectifs qui s'affichent sous les yeux. Et si vous avez quoi que ce soit comme interrogation, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de venir vous voir. Je confirme. Merci à tous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.